Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on va regarder la banque de questions pour le certificat d'opérateur radio-amateur avec compétences de base. Le but étant de vous donner un autre outil qui est une vidéo pour vous permettre d'assimiler les diverses questions dans le but de l'obtention de votre licence d'opérateur radio-amateur de base. En 2025, une nouvelle banque de questions est apparue. Donc, des nouvelles questions. Donc, on va les regarder ensemble, une après l'autre, pour vous permettre d'apprendre les questions. Donc, question 1. De quel document découle le pouvoir d'établir des règlements sur la radiocommunication au Canada? Donc, ce qui est important de retenir dans cette question-là, c'est le mot règlement sur la radiocommunication. Donc, les règlements découlent de la loi sur la radiocommunication. Donc, c'est vraiment la loi qui établit les règlements. Deuxième question. De quel document découle le pouvoir d'établir des normes relatives à l'exploitation des stations radio du service de radio amateur au Canada? Encore une fois, on voit normes et ça découle de la loi sur les radiocommunications. Quel est le ministère responsable de l'application de la loi sur la radiocommunication? Eh bien, au niveau gouvernemental, c'est Innovation, Sciences et Développement économique Canada qui est le ministère responsable de l'application des lois sur la radiocommunication. Quel document définit le service de radio amateur au Canada? Donc, le service, c'est les différentes utilisations et types qu'on a sur le service de radio amateur. Donc, la réponse est le règlement sur la radiocommunication. Si vous allez voir le règlement, ça inclut, par exemple, tout ce qui est maritime, puis des classes de services comme ça. Donc, c'est le règlement qui définit les types de radiocommunication au Canada. Que devez-vous faire dans les 30 jours suivant un changement d'adresse? Donc, immédiatement après un changement d'adresse, eh bien, il faut informer Innovation, Sciences et Développement économique du Canada du changement d'adresse pour dire que l'opérateur est bel et bien à cette adresse. Le certificat d'opérateur radioamateur est valide pour la vie. Donc, une fois qu'on a obtenu sa licence, il n'y a pas besoin de la renouveler, c'est vraiment avec vous pour toute la durée de votre vie. Lorsqu'il y a un changement d'adresse, vous devez informer Innovation, Sciences et Développement économique du Canada dans un délai de 30 jours du changement. Donc, c'est très important de, encore une fois, faire suivre votre changement d'adresse. Le certificat d'opérateur radioamateur doit être conservé à la station. Donc, quand vous opérez, vous devez avoir votre certificat avec vous pour opérer votre station. Un inspecteur de la radio demande à voir votre certificat d'opérateur radioamateur ou une copie de celui-ci. Selon le règlement, combien d'heures avez-vous pour satisfaire sa demande? La réponse, c'est 48 heures. Quel est le droit applicable pour le premier certificat d'opérateur radioamateur? Donc, pour passer le certificat, eh bien, c'est gratuit. Donc, la réponse, c'est A. Le certificat d'opérateur radioamateur devrait être conservé à l'adresse indiquée à Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Donc, c'est comme on disait tantôt, c'est important d'avoir la bonne adresse avec votre emplacement, connu par Innovation, Sciences et Développement économique du Canada. Quel droit est applicable à l'attribution d'un indicatif d'appel de remplacement à un nouveau préfixe en raison d'un changement d'adresse dans une nouvelle province ou un nouveau territoire? Eh bien, le coût pour l'attribution d'un indicatif, vos lettres d'appel, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais pour avoir vos lettres d'appel. Quel droit est applicable au changement d'un indicatif d'appel existant, y compris le passage d'un indicatif d'appel à 2 lettres?
Donc ça, par contre, il y a, pour un changement, où il y a un frais de 60$ qui est demandé par Innovation. Les émissions hors bande du service de radio amateur sont interdites et l'opérateur est responsable pourra faire l'objet de sanctions. Donc c'est important, c'est pourquoi vous suivez le cours de radio amateur, c'est de respecter les règles et d'émettre uniquement dans les bandes qui vous sont autorisées. Dans le cas où ça ne serait pas le cas, il y a des sanctions et des amendes qui sont définies dans la loi de radiocommunication. Si un radioamateur veut faire croire à une situation d'urgence et utiliser le mot Mayday, comment les règlements décrivent-ils ce geste? La réponse est B, un message faux ou frauduleux. Donc c'est très très important de prendre un Mayday au sérieux. Si par exemple on entend ça sur les ondes, c'est faut être certain que la personne est réellement en détresse. Encore une fois, si un message faux ou frauduleux est émis, la personne peut avoir des sanctions quand même assez salées là-dessus. Donc c'est important de respecter le protocole. Émettre faussement ou frauduleusement un signal de détresse ou un message interdit. Quelle est la peine encourue par une personne reconnue coupable de cette infraction? Donc la réponse est D. Une amende maximale de 5 000$ ou un emprisonnement maximal d'1 an ou les deux à la fois. Donc, comme je disais, les sanctions peuvent être assez salées. C'est important de rester dans le cadre de la loi. Quel document gouvernemental stipule les infractions et les peines pour manquement aux règles régissant la radiocommunication? La réponse c'est C, c'est la loi. Donc, on voit encore une fois le mot important, c'est les règles régissant la radiocommunication. Donc, ce qui parle des règles, c'est la loi. Lequel des énoncés suivants est faux? Le ministre peut suspendre le certificat d'opérateur d'un radio-amateur. Ce qui est faux, c'est sans avis ni donner droit à des représentations. Donc, si tel est le cas, il va avoir un avis. Les autres questions les autres réponses sont vraies. Donc, la seule fausse, c'est sans donner avis ni droit à représentation. Lequel des énoncés suivants est faux? Donc, encore une fois, si on regarde B, un inspecteur radio peut entrer dans une habitation sans le consentement de l'occupant et sans mandat. C'est faux, donc l'inspecteur doit avoir un mandat et ne peut entrer dans l'habitation de l'opérateur sans avoir son consentement ou un mandat. Dans quelle situation un radioamateur peut émettre de l'information fausse, comme on l'a dit tantôt? Émettre un faux message, c'est jamais autorisé. Donc, c'est toujours des informations qui doivent être véridiques. Et encore une fois, si on donne des faux messages, on peut se mettre à des sanctions. Gêner ou entraver une radiocommunication sans excuse légitime est interdit. Quelle est la peine encourue par une personne reconnue coupable de cette infraction? Donc, encore une fois, on peut être soumis à une amende maximale de 5 000$ ou un emprisonnement maximal d'1 an, ou les deux à la fois. Quel âge devez-vous avoir pour détenir un certificat d'opérateur radioamateur avec compétences de base? Eh bien, il n'y a pas d'âge limite, donc n'importe qui peut détenir un certificat d'opérateur radioamateur avec compétences de base, à n'importe quel âge. Quel examen doit être réussi pour obtenir un certificat d'opérateur radioamateur? La réponse est B, la compétence de base. Parmi les certificats suivants, quels titulaires peuvent recevoir un certificat d'opérateur radioamateur? Si on regarde les réponses, on a certificat restreint, certificat maritime. Donc, comme on disait, c'est le genre de type d'opération qui est régi par le règlement de radioamateur. Et le seul, on voit ici restreint, 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 le seul qui est autorisé, c'est le certificat général d'opérateur des radiocommunications maritimes. Donc, en ayant le certificat général d'opérateur,
ils peuvent avoir le certificat d'opérateur radioamateur. Donc, il faut voir la différence qui est générale dans la liste des réponses. Après avoir obtenu un certificat d'opérateur radioamateur avec compétences de base, un requérant peut subir un examen pour des compétences supplémentaires dans l'ordre suivant. Donc, la réponse c'est C, dans n'importe quel ordre. Donc, une fois qu'on a la certification de base, il n'y a pas d'ordre précis pour suivre les autres compétences supérieures. Donc, par exemple, compétences de morse, compétences supérieures. Donc, il n'y a pas d'ordre précis. Donc, c'est dans n'importe quel ordre. Quelle vitesse en mots par minute devez-vous atteindre en émission et réception pour obtenir la compétence en morse? La réponse, c'est 5 mots minute. Donc, celle-là, il faut un petit peu l'apprendre par cœur. Donc, 5 mots minute pour ce qui est du morse. Vous détenez un certificat d'opérateur radioamateur avec compétences supérieures. Outre le service de radio amateur, dans quel autre service cette autorisation vous permet-elle d'exploiter une station? C'est vraiment aucun autre service. Donc, les certifications sont vraiment définies pour des classes précises. Donc, l'opérateur radioamateur vous donne droit d'opérer une station radioamateur. Quelle exigence s'applique aux candidats pour un examen au certificat d'opérateur radioamateur? La réponse, c'est avoir une adresse valide au Canada. Donc, il faut avoir une adresse au Canada pour passer l'examen du certificat d'opérateur radioamateur au Canada. Dans quelles circonstances un radioamateur qui possède la compétence supérieure peut-il installer, mettre en service, modifier ou réparer un appareil radio pour le compte d'une autre personne? La réponse est B, si l'autre personne détient une autorisation pour cet appareil. Dans quelles circonstances un radioamateur peut-il programmer un émetteur du service mobile terrestre pour le compte d'une autre personne en vue d'une utilisation sur la bande 2 mètres? La réponse est seulement si l'autre personne détient un certificat d'opérateur radioamateur. Donc c'est important que la station lui appartienne et que la personne pour qui on fait l'opération ait son certificat d'opérateur radioamateur. Quelle exigence réglementaire doit être respectée pour vous permettre d'installer un émetteur radio amateur au nom d'une autre personne? Encore une fois, C. Vous et l'autre personne devez être titulaire d'un certificat radioamateur. Un radioamateur qui possède la compétence en morse, en plus de la compétence de base, peut installer une station de radio amateur pour une autre personne, seulement si l'autre personne est titulaire d'un certificat radioamateur valide. Quelle exigence réglementaire doit être respectée pour vous permettre de réparer un émetteur radioamateur au nom d'une autre personne? Encore une fois, vous et l'autre personne devez être titulaire d'un certificat d'opérateur radioamateur. Quelle exigence réglementaire doit être respectée pour vous permettre de mettre en service un émetteur radioamateur au nom d'une autre personne? Vous et l'autre titulaire devez être titulaire d'un certificat de radioamateur. Une station radioamateur dont la puissance maximale est de 2 watts doit être sous la supervision d'une personne détenant un certificat d'opérateur radioamateur et un indicatif d'appel. Donc, toute station pour être opérée demande le certificat d'opérateur radioamateur. Donc, la station ne veut pas être exploitée s'il n'y a pas une personne qui a le certificat présent avec sa licence et ses indicatifs d'appel. On peut utiliser une station de radioamateur pour communiquer avec toute station ayant fait l'objet du même type d'autorisation. Donc, les stations de radioamateurs doivent communiquer avec les mêmes types qui sont sous radioamateur. Dans quelles circonstances un radioamateur peut-il utiliser un amplificateur pour amplifier la sortie d'un émetteur exempté de licence? Donc, c'est vraiment ce qui est important dans cette phrase-là, c'est exempté de licence. La réponse c'est D. Une telle utilisation est interdite, car l'émetteur est exempté de licence. Dans quelles circonstances un radioamateur peut-il utiliser les équipements destinés au service radioamateur
avec ou sans modification hors de ces bandes? Ce qui est important dans cette question-là, c'est hors de ces bandes. La réponse est B, jamais. L'équipement n'est pas homologué pour opérer hors des bandes du service radioamateur. Donc, on ne doit pas opérer quelque chose que l'appareil n'est pas homologué pour les bandes. Lequel des énoncés est faux? Une personne peut faire fonctionner un appareil radio autorisé pour le service de radioamateur sur les bandes de fréquence des services mobiles aéronautiques, maritimes, terrestres. Donc c'est faux parce qu'il a uniquement le droit, comme on le dit, d'utiliser les bandes de fréquence radioamateurs. Certains appareils VHF, UHF, FM achetés pour un usage sur le service radioamateur peuvent être aussi programmés sur des fréquences du service mobile terrestre, un peu comme CB. Sous quelles conditions cette pratique est-elle légale? La réponse est B. L'appareil est homologué pour ce service et son utilisation est autorisée par une licence. Donc c'est vraiment important de respecter ce pourquoi l'appareil a été licencié vraiment pour son utilisation et pas déroger de cette règle. Lequel des sujets suivants est interdit sur un réseau regroupant des radioamateurs? La réponse est D, la planification commerciale. Donc, il n'y a aucune activité commerciale qui doit être faite sur les bandes radioamateurs. Donc, des annonces, de la publicité, des choses comme ça. C'est interdit sur les bandes radioamateurs. Dans quelle situation un radioamateur peut-il diffuser des informations au public en général? La réponse est C. Un radioamateur ne peut jamais diffuser au public en général. Donc, l'utilisation radioamateur des ondes, c'est pas une station de radio commerciale qu'on entend. Donc, un radio amateur ne peut jamais diffuser au public en général des messages d'intérêt. Lequel des énoncés est faux? La réponse est B. Un radioamateur peut mener des affaires occasionnelles en ondes. Donc, encore là, ça dit une activité commerciale. Donc, un radioamateur ne peut pas émettre et faire des affaires occasionnelles en ondes. Donc, la réponse est faux. Laquelle de ces émissions à sens unique ne peut être transmise par une station de radioamateur? Donc, la réponse est A, la radiodiffusion à l'intention du public en général. Donc, comme on l'a dit, cet énoncé-là ne peut être transmis. Sous quelles conditions êtes-vous autorisé à utiliser une nouvelle technique de codage numérique que vous avez développée pour transmettre des données sur les bandes du service de radioamateur? La réponse, lorsqu'elle est publiée dans le domaine public. Donc, on a le droit de faire un codage numérique sur nos transmissions uniquement si les informations pour décoder le message sont rendues publiques à tout le monde. Donc, n'importe qui peut décoder ce qu'on a envoyé. Donc, c'est très important. Donc, c'est un peu le premier vidéo de la série. On va continuer avec les autres. Donc, on veut les vidéos un petit peu courtes pour vous permettre d'assimiler les questions. Vous pouvez toujours réécouter la vidéo et on reprend pour une deuxième vidéo. Merci de votre écoute.